Alors, nous voici arrivés au dernier volet. Les idées reçues ont la vie dure. C'est à ça qu'on les reconnaît. Savoir dire non. Et le dernier volet, c'est sur les formes quadratiques. Alors, la première assertion, le noyau d'une forme quadratique, c'est l'ensemble des vecteurs u, tels que q de u égale 0. Bon, un non, q de u égale 0, c'est pas un noyau, c'est pas un sous-espace vectoriel en général. En fait, q de u égale 0, c'est ce qu'on appelle le cône isotrope. Le noyau de la forme quadratique, justement, il y a un contre-pied, c'est que ça ne concerne pas tout à fait la forme quadratique, mais quelque chose qui lui est associé canoniquement, c'est-à-dire la forme bilinéaire symétrique associée, la forme polaire. Et c'est l'ensemble des vecteurs u tels que b de uv égale 0 pour tout v. Donc là, c'est un espace vectoriel parce que la forme B est bilinéaire, alors que Q n'était pas linéaire. Donc c'était pas un vrai noyau, hein, ce truc-là. Donc, vous allez prendre par exemple la forme quadratique sur R2, Q de xy égale x2 moins y2. Vous prenez 1, ben, il est dans le cône isotrope parce que Q de u égale 0. Mais cette forme-là est non dégénérée, donc lui n'est pas dans le noyau, puisque le noyau est réduit à 0. Le noyau, entre parenthèses, c'est l'ensemble des xy tels que xx' moins yy', j'ai pris la forme polaire, égale 0, quel que soit x', y'. Et ça, il n'y a que 0. 0. Voilà. Et ça, il n'y a que 0, 0 qui va marcher. La non-dégénérescence est héréditaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si Q est une forme quadratique non dégénérée sur E, et si F est un sous-espace de E, alors la restriction de Q au sous-espace F reste non dégénérée. Eh bien non, non, non. En fait, on croit ça parce que quand Q est une forme définie positive, sur E, qui est réelle, hein, et F est un sous-espace, alors Q, sa restriction à F, reste définie positive, ça oui. Mais la dégénérescence n'est pas héréditaire, contrairement à la positivité. Le côté produit scalaire, un produit scalaire, ça reste, ça se restreint en un produit scalaire, mais pas une forme non dégénérée. Donc vous prenez Q de xy égale x2 moins y2, donc sa matrice, c'est dans la base canonique de R2, c'est la diagonale 1 moins 1. Vous prenez pour F la droite engendrée par 1, 1. Voilà. Et bien, vous voyez que Q restreinte à F est nul. Donc Q restreinte à une droite, ça va être une forme quadratique nulle, donc forcément dégénérée, alors qu'au départ, elle était non dégénérée. La forme quadratique définie sur R3 par grand Q de x, y, z égale x plus y au carré plus y plus z au carré moins x moins z au carré est une forme quadratique de signature de 1. Ben oui, on pourrait penser que c'est de signature de 1 parce qu'il y a deux positifs et un négatif ici. Mais non, il faudrait que les trois formes linéaires x plus y, y plus z et x moins z soient indépendantes. Ce qui n'est pas. Parce que là, ici, vous avez celle-ci moins celle-là, ça fait celle-là, évidemment. Hein, vous soustrayez, vous avez ça. Donc il y a une relation de dépendance entre les trois. Donc on ne peut pas affirmer que c'est une forme quadratique de signature de 1. Et même, on peut affirmer le contraire. Regardez, si Q était de signature de 1, elle serait de rang 3, de plus 1. Elle serait donc non dégénérée puisqu'on est en dimension 3. Or, il y a un élément qui est dans le noyau. C'est 1, moins 1, 1, qui est clairement dans le noyau de Q. Parce que quand vous regardez la forme bilinéaire symétrique associée, la forme polaire, vous allez avoir, vous voyez, la forme polaire, ça va être x, y, z et x', y', z'. Là, vous allez dédoubler x plus y et x' plus y'.
y plus z, y' plus z', etc., etc. Et vous voyez bien que x plus y, bah, ça fait 0 ici. Y plus z, ça fait 0 encore une fois. Et x moins z, ça fait encore une fois 0. Donc lui, bah, ça va tout annuler. Hein. Ce vecteur va annuler tous les éléments qui vont venir se mettre avec la forme polaire. Donc ici, vous allez être dans le noyau et vous allez avoir à chaque fois 0. Ce qui veut dire que Q est dégénéré, puisqu'elle a un élément non nul dans son noyau. Le groupe quotient K étoile sur K étoile carré est un groupe d'ordre 1 ou 2. Alors je prends K, c'est un corps, toujours pareil. K étoile, c'est le groupe multiplicatif. K étoile carré, évidemment, c'est un sous-groupe, parce que K est abélien, K étoile est abélien. Et donc, on peut faire le quotient, parce qu'on est en abélien, c'est un sous-groupe distingué. Et beaucoup de gens pensent que c'est d'ordre, et des gens bien des fois, pensent que c'est d'ordre 1 ou 2. Regardez, si vous prenez K égale C, eh bien, tout élément de C étoile est un carré. Donc, le quotient, c'est trivial. On a un groupe d'ordre 1. Quand vous avez K égale R, ben ici, R étoile sur R étoile carré. Qu'est-ce que c'est que R étoile carré? Ben, c'est les positifs, il n'y a que eux qui sont des carrés. Et le quotient de R étoile et de R étoile plus, ben, c'est 1 moins 1, c'est le groupe à 2 éléments. Donc là, ça marche. Et quand vous prenez ben, un corps fini, si vous prenez F2, ben, vous avez 1, et vous prenez FP, P impair, ben, là, vous vous rendez compte que vous avez 2. Donc on pourrait se dire qu'avec tous les exemples qu'on a sous les yeux, les exemples courants, on va dire, on a toujours 1 ou 2. Donc on se dit, bah oui, pourquoi pas, lui, il pourrait être d'indice 2 là-dedans. Eh bien non, 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 non. C'est vrai pour ces corps classiques-là, mais faux pour Q. Vous prenez Q étoile sur Q étoile carré, eh bien c'est carrément un groupe d'ordre infini. Parce que vous prenez P, un nombre premier, et vous regardez la classe, donc il est dans Q étoile évidemment, vous regardez sa classe modulo les carrés, et vous prenez Q, un autre nombre premier, vous regardez sa classe modulo les carrés, bah, P et Q ne sont pas égaux modulo des carrés. Sinon, ça vous ferait P fois un carré est égal à Q fois un autre carré. Et donc P sur Q serait un carré de Q. Et ça, bon, avec le théorème fondamental de l'arithmétique, on se rend compte que c'est impossible. Ce qui veut dire que les nombres premiers s'injectent là-dedans. Ils sont tous, ils restent distincts dans le quotient. Et comme les nombres premiers, ben, c'est un ensemble infini, ça veut dire que cet ensemble-là, il est infini. Entre autres, il n'est pas d'ordre 1 ou 2. Soit B une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur E, un espace réel. Pour tout sous-espace F de E, on a la somme directe entre F et l'orthogonale pour la forme bilinéaire. Voilà. Alors, on peut y penser parce que c'est vrai pour les formes définies positives, c'est-à-dire les produits scalaires. Voilà. Et bah oui, on croit que c'est vrai tout le temps, bah non, c'est faux. Si Q, c'est la forme x2 moins y2 de R2, encore une fois, vous voyez que c'est toujours le même contre-exemple. Hein. Alors, on regarde la droite engendrée par 1, 1. Eh bien, son orthogonale, on sait que son orthogonale est de dimension, la dimension de f orthogonale, c'est la dimension de E moins la dimension de f, parce que c'est non dégénéré. Donc c'est 2 moins 1, donc c'est 1. Mais 1, 1 est orthogonal à f. Parce que pour la forme polaire, vous vérifiez que 1, 1 est orthogonal. Ça va faire la forme polaire, hein, ça va faire Q de 1, 1. Et donc, on voit bien que son orthogonal, c'est lui-même. Donc au niveau des dimensions, bah, ça marche comme si on avait un supplémentaire, mais en fait, c'est pas
en général un supplémentaire. C'est pas toujours, en tout cas, un supplémentaire, même si la forme est non dégénérée. F ne sera jamais supplémentaire à elle-même, évidemment. Soit B une forme bilinéaire symétrique non dégénérée sur E, et F un sous-espace de E. Si la restriction de B à F est nulle, alors F est réduit à 0. Bon, bah, pareil, non, non, non. Hein, d'accord? Parce que vous prenez la restriction de B, carrément, hein, de B, même de B, hein, parce que là je dis de Q, mais même la question était pour B. B à F, donc vous regardez B de deux éléments qui sont proportionnels à 1, 1, et bien ça fait 0, et pourtant F n'est pas réduit à 0. Voilà, c'était pour en finir avec les idées reçues.